Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. C'est l'une des villes portuaires les plus importantes sur toute la façade atlantique, tant pour son patrimoine que son histoire. Qu'on la découvre depuis les airs avec notre drone, sur l'eau, avec un bateau ou en flânant sur les quais du Vieux-Port, on ne peut que succomber à son charme. Soyez les bienvenus à La Rochelle pour cette deuxième émission spéciale préparée pour vous par l'équipe de Cap Sud-Ouest. Je vous promets de belles images mettant en valeur la ville, l'archipel charentais, Ré, Aix, Oléron, mais plus encore de belles rencontres avec des passionnés, des fondus d'histoire. Cap sur les Journées européennes du patrimoine. Cela fait plus de 10 ans qu'elle accompagne de son savoir, mais aussi de son sourire malicieux. Vous allez le voir, les groupes qui visitent La Rochelle et puis les grands sites de Charente-Maritime. Bonjour Marion. Bonjour Eric. Nous sommes juste devant, ce qu'on peut dire, la carte postale de La Rochelle, le Vieux-Port, les 2 tours, les 3 tours, même avec la tour de la Lanterne. Pourquoi cette vue est incontournable pour comprendre l'essence, l'ADN, même comme on dit, de cette ville? Parce que c'est une ville portuaire qui depuis 1000 ans vit sur la mer, qui est partie du haut de la ville et qu'on a protégée avec les tours. Alors on a l'habitude de dire le Vieux-Port, c'est le plus ancien, c'est vrai ou pas? C'est pas tout à fait le premier. Ils étaient allés se nicher en haut de la ville, mais là c'était totalement impossible. Il fallait attendre, redescendre. Très vite, c'est devenu le port de La Rochelle. Alors pour ceux qui connaissent La Rochelle, en fait, c'était place de Verdun. On est à vol d'oiseau à peu près à quoi, 500 mètres du Vieux-Port, et c'était le long d'un cours d'eau. C'était le long d'un cours d'eau, la Verdière, mais ça obligeait à remonter à marée montante, à redescendre. C'était très long. Ils sont assez vite dit, en bon Rochelais bien pratique, on va s'installer ici, on sera beaucoup mieux. Alors ce Vieux-Port, il est là depuis très longtemps et il est gardé depuis le XIVe siècle par ses tours. Alors la plus petite, entre guillemets, c'est la tour de la Lanterne. Pourquoi ce nom ? La tour de la Lanterne, c'est parce que c'était le Pardon, premier... la plus petite, c'est la tour de la Chaîne. J'ai bien vu votre regard. La tour de la Chaîne, pourquoi ? Eh bien parce que justement, pendant la nuit, d'un côté la tour Saint-Nicolas, de l'autre la chaîne, et on tendait une grande chaîne entre les deux. Et les décisions du corps de ville interdisaient de passer la chaîne quand elle était mise. Protection de la ville. J'imagine quand même la vision que ça devait être, là, une grosse chaîne qui devait peser son poids entre les 2 tours. Et imaginez les deux qui se mettaient sur les barres du cabestan et qui tournaient la chaîne pour la relever. La plus grande, celle qui est juste derrière nous, la tour Saint-Nicolas. Comme toujours, quand même, un monument, ça a une utilité, mais ça a aussi une dimension symbolique. On affirme sa puissance. On affirmait tout à fait sa puissance. Par contre, elle a été très compliquée à construire. Ah oui ? On était sur 10 mètres de vase il y a près de 700 ans. On ne savait pas trop techniquement comment faire. Des pieux de chêne, un radier de bois, de la pierre de crasane, et elle est partie de travers. Alors, c'est-à-dire partie de travers, elle est encore un peu penchée aujourd'hui ? Elle s'est mise à pencher dans la construction, mais on a mis sur le côté ce gros contrefort, l'escalier, qui la retient. Tout va bien. Ça aurait presque été la tour de Pise en quelque sorte. C'est la tour de Pise rochelaise, donc Saint-Nicolas. On a l'habitude de qualifier La Rochelle de ville belle et rebelle. Alors belle, on le comprend facilement, il suffit de regarder autour de nous. Pourquoi rebelle ? Ah, rebelle parce que c'est la toute première ville au XIIe siècle dans l'Aquitaine à avoir sa charte de commune libre et que toute son histoire, La Rochelle, va s'attacher à garder son histoire, sa liberté, ses privilèges. Avec le corps de ville, le maire rochelais qui est élu, les remparts qui entourent la ville et cette personnalité rochelaise extraordinaire. On fait du commerce, on vit à l'intérieur et là on va continuer pendant des siècles. On va se battre contre les Anglais, les Français aussi bien. Guerre de 100 ans, ni Français ni Anglais, Rochelais.
Est-ce qu'il y a pour une ville une dimension, j'allais dire génétique, un atavisme? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, la mentalité des Rochelais, il est hérité de cet aspect rebelle, de cet esprit rebelle? Je dirais vraiment oui. Je dirais vraiment oui parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus s'installer depuis 40 ans et qui sont totalement rochelais, fous de leur ville, qui visitent, qui en parlent. Et ça se voit assez bien, un petit détail, en rugby. Toute la ville est derrière l'équipe de rugby. Alors qu'on On n'est est pas a Rochelais. priori sur une terre de rugby. On est sud-ouest quand même. Quand même. On est Ouais. quand même sud-ouest, mais toute la ville suit son équipe. C'est extraordinaire. Et ça fait partie de ça. Le Grand Pavois de La Rochelle, les bateaux, toute la ville suit. Marion, vous êtes également auteur de romans historiques à destination des jeunes. Vous avez écrit 5 livres, 5 tomes. On suit un petit Nathan qui est en train de se promener dans les rues, qui tombe sur une pierre magique. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Alors cette pierre, elle a un trou particulier. Nathan la regarde et il va lire l'histoire de ses ancêtres. Alors vous dites ses ancêtres, c'est important parce que bon, François Ier, Henri IV, Louis XIV, ces grands personnages avec lesquels on a un peu de distance. Or, on a tous des ancêtres qui ont vécu à la même période que ces grands personnages. Bien sûr. Alors là, on part très très loin, mais rien que demander à des enfants qui sont leurs parents ce qu'ils ont fait, les grands-parents, ont-ils fait la guerre, les arrière-grands-parents, où habitaient-ils, comment ça se passait, de quoi vivaient-ils, le métier. Ça veut C'est dire que tout extraordinaire. le monde peut devenir historien. C'est là les jeunes qui nous regardent, vous pouvez leur dire, osez poser des questions à vos parents, à vos grands-parents. Mais il le faut, il le faut. Comment s'intégrer dans un lieu si on ne sait pas quel est ce lieu, mais si on ne sait pas aussi qui on est, sa personnalité, ceux qui nous ont formés. On a des yeux bleus, pourquoi? Quel grand-père avait les yeux bleus? C'est indispensable, il faut s'enraciner. Partager un patrimoine, partager une histoire, ça a une importance sociale dans le vivre ensemble. C'est vraiment important. Comment un enfant peut-il... Beaucoup de gens sont déplacés aujourd'hui, même simplement en France. Et comment s'intégrer à un endroit si on ne sait pas qui a construit ces murs, pourquoi il y a du blanc, pourquoi Et il même y a si beaucoup on de vient bateaux. d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être là depuis X générations, c'est Bien ça? sûr, bien sûr. Au contraire, les Rochelais d'aujourd'hui sont des Rochelais de 15 ans, de 20 ans, 25 ans, pas plus, très souvent. Et Bah, donc, c'est indispensable. Je vous ai demandé quelque chose de pas facile, c'est de choisir un monument voilà, que vous voudriez mettre en avant. Je dirais assez bien la tour de la Lanterne. Parce que la lanterne, c'est le symbolique depuis la période gothique, 500 ans. Mais c'est quand même la symbolique un peu de toute La Rochelle. La Rochelle se défend, mais La Rochelle est belle. Mais La Rochelle éclaire pour que les gens arrivent le soir au port tranquillement sans s'échouer dans la vase. Donc c'est aussi bien la période protestante, les prêtres catholiques jetés du haut, la prison avec des marins qui viennent d'absolument partout. De Guernsey, d'Angleterre, à l'époque c'était différent, d'Espagne, de Hollande. Et c'est donc à la fois toute la partie cosmopolite de La Rochelle, mais aussi la vie des gens tous les jours dans ce qu'ils ont pu vivre au cours des siècles. Merci Marion. On va se retrouver tout à l'heure pour partager votre coup de cœur, mais je voudrais qu'on insiste sur un aspect qui nous tient à cœur. Lorsqu'on parle patrimoine, on pense généralement château, cathédrale, bref, de beaux et grands monuments construits par des pouvoirs. Et il y a aussi un patrimoine populaire qui est plus modeste, quoique, mais au moins tout aussi intéressant. Je vous propose, pour mieux comprendre, de partir sur l'île d'Oléron, vers la pointe nord de l'île d'Oléron, pour découvrir des écluses à poissons. Ce sont des ouvrages fragiles, des pièges de pierre construits sur les strands depuis le Moyen-Âge par les habitants de cette île. On en comptait plus de 230 à la fin du 19e siècle. Il ne reste plus que 17 encore en fonctionnement grâce à des passionnés attachés à leurs racines. Ah, c'est impressionnant, hein. Ça fait quel diamètre? 400 mètres. Et donc là, le terrain de pêche alors? 400 mètres d'entretien du mur. Et là, c'est le terrain de pêche. Donc là, on a le bouchot où l'eau s'écoule par là, évidemment, puisque le principe, c'est que l'eau, effectivement, puisse pratiquement entièrement s'en aller de l'écluse, que l'écluse puisse presque totalement se vider, pour qu'on puisse facilement attraper le poisson. Alors, le poisson, il vient d'où? En fait, c'est quoi le principe? Voilà, le poisson arrive plutôt du large, bien sûr. Donc il arrive là, en l'occurrence, du nord, d'Antioche. Il entre dans l'écluse, parce qu'il vient manger essentiellement, hein. Et puis, à fur et à mesure que la mer descend, s'il s'attarde un petit peu trop à manger, à fouiller dans le sol les petits crabes, les petits poissons, il va se retrouver prisonnier, quoi. Alors, regarde là. Deux mulets, une orphie, voilà. Hop. Voilà. Ouais. Voilà, le principe, c'est ça, c'est de pouvoir attraper le poisson. Il est beau. Voilà. Waouh, magnifique.
Voilà, donc là tu as une ortie. Voilà. Ça se mange, ça? Ça se mange, c'est pas très goûteux. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais la laisser repartir. Mais ce qui est sympa aussi dans cette pêche, c'est de se dire, bah ma foi, il y a du poisson, mais je le laisse. C'est pas, soit c'est une espèce qui m'intéresse pas, soit il est trop petit, soit j'en ai assez. Ce qui est en trop, je le laisse. Ça va repartir et faire des petits à nouveau, quoi. Construire un tel mur en pierre sèche, sans ciment, capable de résister aux assauts des vagues, est un savoir-faire que Jean-Michel a appris de son père et de son grand-père. Mais ces écluses à poissons sont plus qu'un patrimoine bâti, c'est aussi un pan de la culture populaire. Depuis des siècles, l'organisation communautaire est la même. Cooptation, nombre limité de codétenteurs. Vas-y, La solidarité comme art de vivre. amène vers moi, là. Qu'est-ce que tu trouves ici? J'ai presque envie de dire tout, c'est-à-dire l'humilité par rapport à la mer. L'impatience aussi, parce que parfois on a des longues périodes sans pêcher, c'est un petit peu décourageant. Et l'esprit d'équipe, parce que c'est un esprit communautaire. Et ça, c'est très appréciable. Dans une société où on est de plus en plus livré à nous-mêmes, où tout est fait pour qu'on devienne de plus en plus individualiste, là, on doit compter les uns sur les autres. Regardez cette image vue du ciel, on comprend que si La Rochelle mérite le détour, il en va de même pour cet archipel charentais. Et ce n'est pas Thierry Sanzo qui va me contredire, d'abord parce qu'il habite sur l'île d'Oléron et aussi parce que vous êtes professeur d'histoire à l'université de Poitiers. Faut dire, Thierry, que sans cette partie du golfe de Gascogne, probablement que La Rochelle n'aurait pas connu ce succès. Ça, c'est évident que La Rochelle était située à un endroit qui n'était pas très favorable puisqu'il n'y avait pas de fleuve, par exemple, pour permettre de l'import-export comme à Nantes ou à Bordeaux. Et donc, l'existence de l'archipel était vraiment essentielle pour pouvoir s'appuyer sur des zones où on produisait, par exemple, des marchandises que les clients rochelais pouvaient venir chercher en échange de ce qu'ils venaient décharger ici, par exemple. Ce sel, ce vin qui a fait la fortune. Mais alors, les îles, elles ont aussi servi un peu de protection, parce que ça souffle fort quand même quand ça arrive du large de l'Atlantique. Ah oui, alors effectivement, l'archipel charentais, il a aussi cette vocation-là, c'est-à-dire que c'est une avant-côte en quelque sorte, hein, qui va briser les houles du large et qui protège le plan d'eau pour les navires qui viennent à La Rochelle et dans les petits ports de la mer des Pertuis. Ce qui est intéressant avec ces îles, c'est qu'on fait, avec de la géographie, un peu d'histoire. On va voir des images de l'île de Ré, des images aériennes tournées avec notre drone, et on comprend que ces paysages, ils ne sont pas naturels, mais bien le résultat de la confrontation des hommes avec leur environnement. Ah, ça c'est évident. Alors si on s'intéresse particulièrement à l'île de Ré, il faut savoir qu'à l'origine on a affaire à un archipel, il y a 4 îles différentes et comme vous le disiez à l'instant, c'est la main de l'homme qui en aménageant les vases et les vasières pour créer des marais salants a contribué à souder ces îles les unes aux autres, favorisant le processus de sédimentation. Et la toute dernière, l'île de Loie, hein, la presqu'île de Loie, elle a été rattachée, pas au continent mais au reste de l'île qu'au 19e siècle, ça ne remonte pas à Mathusalem. Oui, on a une histoire là, dans l'île de Ré, une histoire de 3 ou 4 siècles qui s'achève au 19e siècle et qui est essentiellement appuyée sur le travail des sauniers, ceux qui produisent le sel. On se souvient du terrible bilan de la tempête Xynthia en 2010. 2 morts, 1400 habitations sinistrées, des dégâts chiffrés à 165 millions d'euros. Certains ont semblé découvrir les tempêtes, la fragilité de cette côte. Quand on est historien, on le sait, ça sert à ça aussi l'histoire. Oui, alors c'est une discipline particulière de l'histoire qu'on va appeler la géohistoire, hein, et qui est au-delà de la description des paysages et des territoires, est capable de dire un petit peu depuis combien de temps ces territoires ont été pris par exemple à la mer et d'évoquer leur fragilité éventuelle au moment des tempêtes par exemple. Alors on a vécu un autre exemple de cette fragilité parce qu'on était partis tous les deux pour une émission Capsule Ouest sur l'île d'Oléron à bord du petit train de Saint-Trojan en direction de la côte sauvage au sud de l'île. Alors c'est d'ailleurs une promenade, hein, que tout le monde peut faire. On traverse d'abord les forêts plantées au 19e siècle, des forêts de pins, pour essayer de lutter contre l'envahissement du sable. Et alors tout au bout, après cette petite traversée, on arrive sur un endroit paradisiaque. C'est quoi ce lieu, ce petit secret des Oléronnais?
Ah oui, alors c'est la pointe sud, l'extrême sud de l'île d'Oléron, hein, c'est la plage de Gatso, qui est un endroit absolument merveilleux, entre dunes, plages et puis forêt désormais. Merveilleux, mais avec des épaves, hein, on voit. Ah oui, je vois que vous avez bien retenu la leçon, effectivement, hein, à l'époque où la marine à voile était encore déterminante. C'était une zone assez dangereuse puisqu'on était à proximité de l'estuaire de la Gironde, qui donnait accès au port de Bordeaux, qui était le premier port de commerce français, hein. J'aimerais savoir, Thierry, comment naît une vocation? Comment un jour on se dit, je veux devenir historien, devenir professeur? Ouais, je crois qu'il faut d'abord être curieux, hein. C'est un petit peu ce qui va être en commun, ce qu'on va avoir en commun à tous les scientifiques. Et puis en ce qui concerne l'histoire, il faut qu'à un moment donné, les archives vous parlent et vous permettent de mener une enquête un petit peu. On pourrait dire que l'historien, c'est un peu le commissaire de police du passé, quoi. C'est-à-dire que vous prenez du plaisir à aller dans des archives, ouvrir des tas de livres pour découvrir quelque chose qui a existé mais dont on ne soupçonne pas l'existence. Oui, des choses dont on a perdu la mémoire et que les archives vont nous permettre effectivement de restituer, de reconstituer dans une proximité qu'on veut la plus réelle et la plus vraie qui soit. Alors le bonheur quand même pour un historien d'habiter là, c'est aussi de se rendre compte de l'importance du patrimoine, notamment des fortifications maritimes. Tout commence ou presque avec la création ex nihilo au XVIIe siècle de l'arsenal de Rochefort par Louis XIV sur le fleuve Charente. Il va falloir le protéger, cet arsenal, et donc ça va fleurir un peu partout. Oui, alors il y a toute une ribambelle. On a parlé de premier mur de l'Atlantique, hein, puisque les chantiers vont être extrêmement nombreux sous le règne de Louis XIV et sous ses successeurs, Louis XV et Louis XVI, parce qu'il s'agit véritablement de sécuriser. Alors, pas tant l'estuaire de la Charente, parce qu'on va vite se rendre compte qu'il est très difficile d'y naviguer, y compris pour les marins français, mais plutôt cette fameuse mer des Pertuis qui, elle, sert de rade à la flotte de guerre de l'arsenal de Rochefort. On utilise souvent ce terme, en fait, les Pertuis. Qu'est-ce que ça signifie, le mot lui-même? Alors le pertuis, c'est le passage, hein, en ancien français, hein. Il y avait une arme qu'on appelait la pertuisane et qui servait à fendre en deux les adversaires, les ennemis. C'est le pertuis, c'est le passage. Pour vous, professeur, historien, quel intérêt présentent les journées du patrimoine, ce moment-là où tout le monde part, ouvre les portes, où l'accès aux monuments est gratuit, où on met en mouvement le patrimoine? Moi, ce qui me plaît dans les journées du patrimoine, c'est que ça permet à l'histoire d'être sur le devant de la scène. Et puis, c'est une histoire actuelle et vivante que le patrimoine parvient à faire partager au plus grand nombre, finalement. Vous diriez, comme Marion, que ça a une importance sociale, l'histoire, dans le vivre ensemble, qu'on partage des racines que peut-être on n'a pas en termes familial, en termes d'histoire personnelle? Il me paraît évident que dans un monde où on est de plus en plus mobile et où les gens vont choisir d'habiter dans un lieu où ils n'ont pas d'histoire, pas de famille, pas de passé, c'est l'histoire du lieu qui va, à un moment donné, donner son intelligence à la communauté. Ça, c'est évident. Merci Thierry. En ce week-end dédié au patrimoine sur toutes les antennes de France 3, moi je voudrais tirer un coup de chapeau à toutes celles et ceux qui veillent sur ces monuments et notamment les artisans qui tentent de réparer les dégâts du temps. Comme par exemple ceux que nous avons rencontrés dans un autre port important de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de Bayonne. Direction la cathédrale Sainte-Marie qui domine la ville. Un splendide édifice construit au XIIIe siècle. 3 millions d'euros ont été investis par l'État pour restaurer ce chef-d'œuvre du gothique rayonnant. Un chantier entre ciel et terre. Le geste sûr. Avec autant de fermeté que de douceur, Valérie Tatin s'affaire depuis des mois sur des blocs de pierre pour redonner vie à des parties de la cathédrale en mauvais état. L'édifice fait actuellement l'objet de grandes opérations de restauration. Ça va, t'as bien. Romain, tu vas lever doucement, qu'on voit, il s'en vient bien, c'est à plat. Sur le polystyrène. Le polystyrène, non? Oui, regarde. Pour les artisans, travailler sur ce chantier est une aventure. Bien sûr, les outils de levage ont changé, mais on pourrait presque se croire au temps des bâtisseurs de cathédrales. Bonjour Valérie, explique-nous ce moment particulier que vous vivez là tous ensemble sur les toits de la cathédrale. Mais c'est un beau moment parce que c'est le dernier élément du pinacle qui va être posé et c'est l'aboutissement de quelques mois de travail, donc c'est toujours agréable de l'avoir en place. Alors explique-nous ce pinacle, c'est toi qui l'as reconstitué, qui l'as retravaillé, recréé? Je l'ai resculpté entièrement d'après ce qui nous restait des anciens morceaux qui étaient tombés par terre. C'est bon. Voilà. Vas-y.
Regarde au niveau des dossiers, il demande à venir un peu vers moi. Oui. Voilà. Un tout petit peu par ici. C'est pas trop mal, hein. Non, c'est- Il faut que tu l'amènes un peu vers là. Un peu plus vers ici. Encore. Le fil à plomb, c'est quand même un outil qui était déjà utilisé au temps de la construction de cette cathédrale. Et même avant. Oui, oui. Et c'est toujours le même C'est outil que quelque vous chose, utilisez. tout à fait. Un peu plus vers ici. En tout cas, t'as le C'est- sourire. Ah oui, c'est vraiment un... Je sais pas, je dépose la pierre et après, je lui donne sa propre vie. Enfin, et c'est vraiment qu'à ce moment-là que j'ai l'impression que mon travail est terminé. Ton travail de restauration, il te met en connexion avec ces bâtisseurs de cathédrales, ces sculpteurs du Moyen-Âge. Rien qu'au départ, comme on doit recopier quelque chose, on est obligé de l'étudier. Et alors on fait une sorte de petite enquête pour comprendre comment c'est taillé, avec quels outils, de quelle façon, avec quel mouvement, à quelle tension. Donc tout ça, ce travail, on le fait au fur et à mesure qu'on le taille et qu'on étudie le travail qui a été fait avant. Parce que le but, c'est que ce qu'on fait, ça ne doit pas se voir. Ça induit un rapport presque charnel au lieu. Tout à fait. De toute façon, on est déjà entre ciel et terre. Donc on flotte entre les deux, on entend un peu le bruit de la cité en bas. Mais on est là, on assiste au lever des soleils, au coucher des soleils. C'est un peu des moments hors du temps. Et j'avoue que c'est assez fabuleux, on s'en lasse pas comme ça. Si vous êtes des fidèles de l'émission Cap Sud-Ouest que nous diffusons tous les dimanches à 12h55, vous savez à quel point nous prenons plaisir à partager avec vous des beaux endroits. Alors puisque j'ai avec moi deux experts du patrimoine de Charente-Maritime, je leur ai demandé de nous donner des idées, leur idée balade, promenade, gratuite du coup. Marion, vous avez du mal à vous éloigner de la mer, vous y êtes sans y être pour votre choix. Oui, bien entendu, c'est La Rochelle, mais c'est aussi le fait qu'il y a toujours l'eau des marais, l'eau douce mêlée à l'eau de mer. Donc en fait, on va beaucoup aussi sur les marais, sur l'eau douce. Et Sur donc les- l'estuaire de la Gironde, c'est aussi un endroit où vous aimez aller. Ah oui, c'est magnifique, l'estuaire de la Gironde. C'est plus haut que La Rochelle, il y a des grandes falaises, on a une vision de l'extérieur, la mer est splendide. Alors, lorsqu'on va sur cette côté Charente de l'estuaire de la Gironde, on voit des carrelets qui ont des formes absolument incroyables. Les grottes de Méché dont on aperçoit en fait qu'il y a eu des habitations. Il y a eu des habitations, il y a eu beaucoup de gens qui creusaient dans le roc ou qui trouvaient déjà dans le calcaire un trou et qui sont venus notamment se protéger, s'échapper, se cacher. Il y a une histoire terrible de pirates, il y a eu des naufrageurs dans les grottes. Ah, très joli nom, Matata. C'est magnifique les grottes de Matata. Aujourd'hui, on y mange des tartes chaudes et on y boit du cidre. Mais on imagine tous ces gens qui venaient se cacher comme ça dans les... Et puis Talmont, Dans la bien falaise. sûr, incontournable, splendide, en bord de mer comme ça. Le haut lieu de Talmont, l'église qui est tellement au bord de falaise que par moments il en tombe des morceaux. Le petit cimetière marin à côté avec les fameuses cénotaphes. J'adore, vous en parlez avec un sourire et un plaisir, ça donne envie d'y aller. Thierry, vous avez choisi un endroit qui est peut-être d'ailleurs méconnu de certains Charentais. Là encore, on est dans l'univers aquatique quand même. Oui, alors moi j'ai choisi l'estuaire de la Seudre, qui est quand même un endroit tout à fait particulier. D'abord parce que c'est une région, une zone géographique qu'on ne peut pas comprendre si on n'en connaît pas l'histoire. Au départ, c'est l'estuaire d'un fleuve qui fait 4 ou 5 km de large et qui aujourd'hui est réduit à 500 mètres à peu près. Et entre les deux, il y a tout un mouvement d'aménagement de salines avec des bassins, une espèce de méandres très compliqués, de chenaux de navigation. En vue du ciel, c'est absolument d'ailleurs incroyable parce que ces anciens marais salants ont été transformés ensuite en clairs. On est dans le bassin de l'huître de Maréno-Léron là. Bien sûr. Et puis il y a une histoire, une épaisseur historique extraordinaire. C'était un refuge pour les protestants qui étaient très nombreux à Marennes comme à la Tremblade. Ça a été une zone d'où sont partis des navires de pêche à la morue vers Terre-Neuve. Ça m'appelle une question. Vous parlez de la Rochelle, vous parlez de la Seudre, de bateaux, de navires. Les gens de Charente-Maritime, c'était des marins? Ah oui, à la grande époque de la marine à voile, il faut savoir que dans ma Seudre, puisque c'est ce que j'ai choisi, on avait un vivier de gens de mer tout à fait important. C'était l'endroit où les communautés maritimes étaient les plus importantes et les gens vendaient leurs bras à La Rochelle, mais aussi à Bordeaux en très grande quantité.
Alors moi je vais vous donner mon coup de cœur aussi personnel, et là cette fois-ci on va pas être au bord de la mer, on va partir dans les Pyrénées, à la frontière entre le Béarn et le Pays Basque, en Haute-Soule. C'est juste à côté du village de Saint-Engrâce, et on y trouve les impressionnantes gorges de Caqueta. C'est un canyon de 2 km. C'est un site sauvage qui a été aménagé avec des passerelles en bois pour remonter en toute sécurité le long de ces gorges. Alors du coup l'entrée est payante, c'est dans les 6 €, mais enfin franchement ça vaut le coup. Et pour les amateurs de sensations fortes, alors on peut se rendre, c'est pas très loin d'ici, à un autre site, juste à côté, la passerelle d'Oltzarte. C'est un pont suspendu au-dessus du vide à 180 mètres qui servait jadis à descendre des coupes de bois dans la vallée. Vous connaissez Caqueta, Marion? Eh ben, je vous invite à y aller. Je ne connais pas. Ah voilà, y aller. Bon, ouais, on peut dire quand même qu'on a de quoi être chauvin, on a de jolies choses hein, dans le sud-ouest. Magnifique. C'est certain. Magnifique chez nous. C'est une bonne conclusion pour ces journées du patrimoine. On va se quitter sur des nouvelles images de la Seude. Pourquoi? D'abord parce que ça fait plaisir à Thierry, parce qu'il adore cet endroit, mais aussi et surtout parce que ce sera notre première émission. On commence la nouvelle saison de Cap Sud-Ouest avec une émission entièrement dédiée à ce fleuve, le plus petit de France, 60 km, mais sans doute l'un des plus étonnants. Je vous promets des points de vue et des images absolument stupéfiantes. Ce sera dimanche prochain, 24 septembre, 12h55. Merci à toutes les équipes de France 3 Aquitaine pour qui ces journées du patrimoine ont été un beau marathon télévisuel. Bonne soirée et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.